Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce 5e épisode de notre série de webinaires Challenge Accepted. C'est une série de webinaires organisée par la GIZ en coopération avec la Chambre allemande et on l'organise dans le cadre d'une initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Antje Uhlig, elle va vous parler un petit peu de cela, de la GIZ. Et tout d'abord, un grand merci à tous les participants d'être venus aujourd'hui et pour votre intérêt. Cet épisode est vraiment l'épisode avec le plus d'intérêt de cette série, alors ça c'est très bien. Et alors c'est avec grand plaisir que je vous présente Smail Septi de l'Institut de Marketing WBC. Et il va aujourd'hui parler du marketing digital et comment ça peut être utile pendant une période de crise comme la crise actuelle de Covid-19. Alors, la semaine dernière, on avait déjà abordé les thématiques de la gestion de crise, de l'assistance financière et des ressources humaines. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous invite à regarder les enregistrements. Je vous invite aussi à poser vos questions pendant le webinaire dans le chat. Et à la fin de la présentation, il y aura une discussion où nous allons lire vos questions et vous aurez aussi la possibilité de prendre la parole si vous le voulez. Alors, c'est avec ça que je passe les mots à Madame Antje Uhlig de la GIZ qui va vous parler un petit peu de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi avant que nous commencions. Merci beaucoup et bon webinaire. Oui, bonjour et merci Isabella, merci à l'AHK pour l'organisation de cette série de webinaires, cette webinaire d'aujourd'hui. Aussi, bonjour à notre présentateur, Monsieur Septi. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, une petite introduction au projet de la GIZ qui est partenaire de l'AHK pour ça. C'est le projet Partenariat pour l'emploi et appui aux moyennes entreprises. Nous sommes actifs ici au Maroc depuis 2018 nous faisons partie d'une initiative spéciale lancée en 2018 par le gouvernement allemand qui s'appelle Initiative spéciale pour formation et emploi, lancée aussi sous la marque Invest for Jobs, veut dire concrètement que nous, comme projet, nous aimerions travailler directement ensemble avec des entreprises soit marocains, soit européens ou allemands, qui ont des projets d'investissement très concrets, soit ici au Maroc, ou qui peut-être cherchent comme entreprise marocaine aussi des possibilités, des marchés en Europe, en Allemagne spécifiquement. Et l'initiative spéciale est actuellement présente dans 7 pays partenaires en Afrique, dont le Maroc est une de ces pays. Je vous invite aussi, pour plus de détails, de consulter le document que nous avons déposé ici dans la fonction, dans le menu documents. Ça vous donne un peu c'est un fact sheet sur le projet, sur ce que nous faisons. Et je vous invite aussi, si vous avez vraiment des projets très concrets ou des besoins très concrets, de nous contacter, soit dans nos bureaux. Nous sommes présentes ici à Rabat avec le bureau du projet et aussi au sein de l'AHK à Casablanca avec Isabella. Ou vous pouvez aussi nous écrire sur morocco@investforjobs.com. Je vais partager cette adresse email dans le chat aussi de nouveau dans un instant. Et c'est ce que nous faisons avec la présence dans les 2 villes, avec la présence ici au Maroc. Nous développons et accompagnons les projets avec des conseils juridiques, techniques, commerciaux et aussi en fournissant également un financement d'amorçage
mon sens, essentiel pour des projets d'investissement qui portent, et ça c'est important pour nous comme projet, qui portent vraiment un potentiel concret pour l'emploi, pour le maintien de l'emploi dans cette situation maintenant dans la crise, ou aussi surtout la création de nouveaux postes d'emploi ici au Maroc. Alors avec ça, in a nutshell, ça c'est ce que nous faisons. Et maintenant, je passe directement à Monsieur Septi pour le webinaire d'aujourd'hui et restez en contact. Merci. Merci Isabella. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour ce webinaire. J'espère être à la hauteur de cette initiative Invest for Jobs. Et je vais essayer, dans le cadre des échanges que l'on aura aujourd'hui, de vous donner quelques outils dans le but de maintenir l'emploi et de créer de nouveaux emplois et de voir comment le marketing digital peut être un outil qui va vous permettre de continuer à développer vos entreprises. Alors, juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Smail Septi, j'ai 42 ans depuis une semaine et depuis début 2010, j'ai fondé une agence qui s'appelle WBC, qui est une des agences, des premières agences digitales Pure Player qui s'est créée au Maroc. Et en 2015, avec d'autres associés, nous avons fondé Smarties, qui est une digital factory. Avant ça, j'ai travaillé pendant près de 7 ans en France dans le conseil en système d'information et organisation dans des cabinets internationaux qui m'ont mené dans des missions diverses, que ce soit dans le transport aérien, la banque, l'énergie, les télécoms et les services bancaires. J'ai été blogueur pendant pas mal de temps. J'ai eu une petite expérience politique. Tout ça m'a permis de me confronter à tout ce qui est l'univers de la communication digitale et des réseaux sociaux. Et c'est cette expérience que j'ai décidé de monter mon entreprise WBC il y a 10 ans. Pour ceux qui voudront poursuivre les échanges par la suite, je suis présent sur les différents réseaux sociaux, essentiellement sur LinkedIn et Twitter, sur lesquels je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, juste pour vous présenter un peu les entreprises pour lesquelles que j'ai cofondé, WBC est une digital agency, dans le sens où nous sommes une agence de communication qui utilise tous les outils que nous mettons à notre disposition Internet pour pouvoir permettre à nos clients, que ce soit des entreprises, que ce soit des marques, et je fais la différence puisque que ce soit de la communication ou du marketing, nous accompagnons nos clients pour utiliser ces différents canaux digitaux qui sont à leur disposition. Et Smarties, c'est une digital factory dans le sens où nous avons une équipe d'ingénieurs qui vont développer des solutions web et mobile pour répondre aux besoins des clients. Alors, de ces à peu près 11 ans d'expérience maintenant dans tous les divers métiers du digital, nous avons développé un certain nombre d'expertises et d'expériences. Et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle, l'objectif de ce séminaire, c'est qu'il soit assez interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai un regard sur la fenêtre de chat. Éventuellement, s'il y a des choses qui remontent, je pourrai répondre en direct. Et de toute façon, il est prévu en fin de séance une session de questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions. Je serai ravi d'y répondre d'ici la fin. Je vais passer rapidement la main à l'équipe d'organisation qui a un petit questionnaire à vous soumettre. Merci, M. Septi. Alors, c'est juste pour comprendre un petit peu comment vous étiez impacté par la crise Covid-19, vous et votre entreprise, organisme. Alors, la première question, c'est de quelle manière votre entreprise a-t-elle été affectée par la crise Covid-19? Est-ce qu'il y avait une perte du personnel, licenciement, un accès aux clients réduit ou totalement perdu, un accès aux mécanismes de financement réduit, un accès aux moyens de production réduits et pénurie de matières premières, ou une manque de mobilité du personnel disponible. Vous pouvez voter et choisir plusieurs réponses. Qu'est-ce qui répond à votre situation à cause de cette crise Covid-19?
Je vous laisse encore quelques secondes. Ok, parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons 62% qui ont un accès aux clients réduits ou totalement perdu. Peut-être le marketing digital peut être une solution pour ça aussi. Et 57% avec un manque de mobilité du personnel disponible. 33% avec un accès au mécanisme de financement réduit. Merci pour ça. Et une deuxième petite question. Alors, est-ce que votre entreprise envisage des modifications au niveau de l'effectif dans les prochains 6 mois à cause de la crise? Oui, une augmentation de l'effectif ou une réduction de l'effectif ou une suspension ou réduction des démarches d'embauche? Aucun changement. Ok, merci beaucoup. Alors, pour la plupart, il n'y a aucun changement et après, il y en a 23% avec une suspension ou réduction de démarches d'embauche. Je vous remercie. Bon, je passe à Monsieur Septi pour continuer avec les webinaires. C'est intéressant ce que vous venez de partager avec nous parce qu'il y a deux éléments, il y a deux, trois éléments qui peuvent être immédiatement connectés avec la question du digital. Le premier point que vous avez évoqué de la difficulté d'accès aux clients, on va l'évoquer un peu plus tard quand on va parler de e-commerce. Donc ça, c'est pour l'accès direct aux clients. Vous avez évoqué aussi la question de la mobilité des collaborateurs. Notre entreprise qui fait 65 personnes est fermée depuis le 15 mars. Enfin, les locaux sont fermés et nous tournons en équipe complète, en distanciel, grâce à des outils technologiques et grâce à des outils digitaux. Donc ça, c'est une des autres pistes qui peut être explorée. Puis un autre élément qui est intéressant, qui est, moi je trouve plutôt une bonne nouvelle, c'est que quand même les chiffres que vous évoquez en termes d'emploi sont moins inquiétants que ce que peut répercuter les médias, et c'est plutôt une bonne surprise. Alors, je vais reprendre le cours de la présentation. Donc, je vais commencer par quelques chiffres clés du digital et je vais commencer par les chiffres du Maroc. Alors, je ne sais pas si vous voyez. En fait, ce que vous voyez là, c'est les chiffres un peu, des chiffres génériques de la pénétration du digital au Maroc. Nous avons une population de 36 millions de population officielle de 36 millions de personnes. Alors, ces chiffres-là sont des chiffres de 2019 et qui sortent de rapports officiels de l'ANRT, on pourra trouver les sources. Les sources, ce sont des chiffres fiables. 36 millions d'habitants, avec un taux d'urbanisation de 63%. Le taux de pénétration d'Internet est de 22,6 millions de personnes, c'est-à-dire que 63% des Marocains ont un accès à Internet. Alors, la corrélation entre l'urbanisation et l'accès à Internet en milieu est assez élevée. Alors, le 62 est à peu près égal à 63, la corrélation n'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à 100% d'urbains qui ont un accès à Internet et 0% de ruraux, mais on est sur une corrélation qui est assez élevée. 17 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Ce chiffre-là est en constante croissance et en croissance toujours aujourd'hui assez soutenue. Il n'est pas impossible que ce chiffre pour 2020 soit de l'ordre de 19 millions de personnes. Donc, vous avez aujourd'hui un Marocain sur deux qui est un utilisateur actif des réseaux sociaux. Et le chiffre qui est particulièrement surprenant, c'est que vous avez pratiquement 44 millions de lignes mobiles actives, soit 1,2 lignes par Marocain. Donc les gens, beaucoup de monde ont au moins deux lignes. Et nous arrivons à un taux de pénétration de 120% qui est dans les standards les plus élevés, parmi les plus élevés dans le monde. Et parmi les 17 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux, 16 millions les utilisent sur le mobile. Ce que
une des choses que nous devons retenir de ce que nous voyons là, c'est que quelle que soit la stratégie que sur laquelle nous allons parler et sur laquelle nous allons évoquer par la suite, il ne faudra jamais oublier que le mobile est au centre de l'utilisation d'Internet et de la connectivité des gens. Et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, avec des connexions qui sont de plus en plus fiables, des téléphones qui sont de moins en moins chers et de plus en plus accessibles. Alors évidemment, les stratégies vont s'adapter en fonction du type d'utilisateur que vous cherchez, du type de client que vous cherchez. Si vous êtes un promoteur immobilier dans le secteur économique, une stratégie qui est basée 100% mobile est hautement à conseiller. Si vous êtes sur du B2B, je vous invite à ne pas oublier que les B2B utilisent beaucoup leur ordinateur pour travailler. Donc à chaque fois, il y aura des adaptations qui seront spécifiques par rapport à la type de clientèle sur lequel vous travaillez. Alors là, on a parlé tout à l'heure de notre chiffre clé. Là, si on voit les questions des tendances, un des éléments qui est important, c'est que les utilisateurs social médias sont encore en forte croissance, donc plus 1 million entre 2018 et 2019. C'est pareil pour les utilisateurs en mobile, et donc les tendances sont lourdes et continuent à croître. Et on constate que ça s'est accéléré entre 2019 et 2020, ça s'est encore accéléré, notamment pendant la période de Covid où les médias digitaux ont eu des pics de trafic absolument énormes, et c'est important de garder ça en mémoire. Alors là, si on quitte le Maroc et on va traverser l'Atlantique et aller aux États-Unis pour voir que en 2018, il y a un shift qui s'est passé entre les dépenses publicitaires. En 2018, les dépenses publicitaires des médias traditionnels non digitaux étaient encore supérieures à ceux au digital ad spending, les dépenses en publicité digitale. Et nous avons basculé en 2019 où le digital a dépassé les médias traditionnels. Donc ça, ce sont les tendances, ça, ce sont des chiffres et des tendances à l'international. Le Covid a encore accéléré les choses aux États-Unis. Alors, ça s'est accéléré au Maroc. On n'en est pas encore là. On en est encore assez loin, et il faut l'avouer. Nous avons encore des médias traditionnels qui sont encore forts. On a aussi le billboard, tout ce qui est affichage qui est encore élevé. Mais la tendance, on est dans la même tendance avec quelques années de retard. Et on va certainement, nous aussi, à un moment donné, avoir le digital qui va prendre le pas sur les autres canaux. Et ça vous donne, on parlait des tendances. Donc là, vous avez l'évolution. Tous les médias traditionnels sont en baisse. Les annonces, le print, la TV sont en forte baisse. Le seul qui continue à être à peu près stable était l'affichage. Malheureusement, en 2020, même l'affichage a été en baisse, puisque comme les gens ne sortaient pas chez eux, ont été confinés, l'affichage aussi a dû baisser. Alors ça, c'est les chiffres au Maroc, avec les parts de marché en 2018. Donc, comme vous voyez, la télé drive encore un tiers des budgets, radio et affichage sont encore élevés. La presse écrite est en baisse à 10%, et va continuer à baisser. Le digital est à 10%, il va probablement être en forte croissance cette année. Donc, on attend les nouveaux chiffres qui vont certainement être émis lors du prochain Digital Summit qui a dû être annulé. Mais on aura certainement les chiffres actualisés rapidement. Mais il faut noter que le digital est en forte croissance au Maroc aujourd'hui, et on verra les raisons pour lesquelles on en est là un peu plus tard dans la présentation. Quelques chiffres encore sur ce qui se passe au Maroc. Donc là, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que toutes les générations sont concernées. Donc ça, c'est le graphe que vous voyez en bas à gauche. Évidemment, l'utilisation d'applications mobiles est plus élevée chez les plus jeunes, et même si on prend les personnes les plus âgées, on est quasiment à 90% de taux d'utilisation, ne serait-ce que WhatsApp, par exemple. Et il n'y a pas très peu d'écart entre les genres. Hommes et femmes l'utilisent de la même façon. Il faut juste garder à l'esprit que dans certains milieux très populaires, vraiment très populaires, où vous ne pouvez avoir qu'un seul téléphone par famille, en général, ça peut être monsieur qui va l'avoir plutôt que madame, mais c'est assez, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très limité. D'ailleurs, néanmoins, je ne sais pas si on voit le chiffre, on n'a pas le chiffre ici. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, l'écart est plus important. Donc là, on parle d'utilisation du smartphone. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, nous sommes plutôt de l'ordre de 60-40
ou 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc, la gender equality, l'égalité homme-femme n'est pas encore, on n'en est pas encore là sur Internet. Il faut néanmoins, on peut garder à l'esprit que le Maroc, avec le Liban et la Tunisie, est un des pays où l'égalité sur les réseaux sociaux est la plus élevée. Mais ça reste encore un espace où l'égalité de genre n'est pas encore acquise non plus. J'en profite pour faire passer quelques messages qui me sont importants et qui, je pense, sont alignés avec les valeurs des institutions qui nous reçoivent aujourd'hui. Alors, les usages qu'ont les internautes d'Internet. Donc là, je vous ai sorti quelques-uns les plus importants. Donc, utiliser les réseaux sociaux, envoyer, recevoir du courrier électronique, donc ça, c'est communiquer. Obtenir des informations sur les biens et les services, nous sommes à 20%. Donc, 20% des gens qui utilisent Internet l'utilisent pour avoir des informations sur des biens et des services. Donc, quand ils veulent acheter quelque chose, se renseigner. Et puis aussi interagir avec l'administration publique. Alors, évidemment, il y a énormément d'autres choses, stocker de l'information, rechercher un emploi, il y a énormément d'informations. Et rechercher un emploi, c'est un des sujets qui est important par rapport à l'initiative qui nous reçoit. Voilà, il y a énormément d'usages qui sont différents, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on s'en sert pour communiquer et on s'en sert aussi pour s'informer, pour acheter. Alors, en entreprise, les usages ne sont pas forcément les mêmes, évidemment. Alors, ça, ce sont des informations qui sont dont la source est le GAP. Ce sont des informations. La question, c'est que ceux qui se sont mis en… Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais faire ma stratégie digitale en interne ou en externe? C'est-à-dire, quelle est ma stratégie avec une vocation de communiquer vers l'extérieur et quelles sont mes stratégies digitales en communiquer vers l'intérieur? Il y a deux types de stratégies, deux types d'objectifs. Alors, le reste de la présentation va être quand même beaucoup centré sur les logiques de communication externe. Néanmoins, dans des grosses structures, pas besoin forcément d'être énorme, il y a aussi des logiques de communication interne et d'échange interne, et pas seulement de communication, mais même de processus et de collaboration. Et je vous parlais tout à l'heure du work from home et du télétravail. Si nous avons pu passer en télétravail en moins de 24 heures dans mon entreprise, c'est que nous utilisons beaucoup d'outils technologiques qui nous permettent de travailler de manière collaborative. Et à partir du moment que l'on soit au travail ou au bureau, les processus sont relativement peu changés. Et ça, c'est le genre de choses que vous pouvez éventuellement garder à l'esprit au moment où vous travaillez sur votre organisation. Donc, les stratégies digitales internes servent des objectifs de notoriété, des objectifs commerciaux, développer les ventes. Alors, certains clients, en fonction de leur marché, peuvent avoir des objectifs d'amélioration d'expérience client. Par exemple, on parle de se renseigner en ligne et acheter offline. Il y a plein de stratégies d'expérience qu'ils peuvent mettre en place. Donc, travailler sur l'image. C'est des choses que les entreprises peuvent avoir à l'esprit. Et on parlera d'objectifs tout à l'heure de manière plus précise. Alors, c'est quoi la perspective, les perspectives dans laquelle on se situe? Nous sommes qu'au début de la courbe d'adoption des technologies. C'est-à-dire qu'en fonction des pays, évidemment, la flèche bleue va se déplacer plus à gauche ou plus à droite. Au Maroc, on est encore au pays où la diffusion des innovations technologiques sont encore chez la early majority. Évidemment, posséder un téléphone mobile et une connexion Internet ne fait pas encore de vous quelqu'un qui est un early adopteur de la technologie. Néanmoins, on est en train ça se développe très vite. Ne serait-ce que quand on voit le nombre de services qui sont en train de se mettre en place, les services bancaires, les services, la CNSS, les impôts, tous ces services-là auxquels on va être obligé d'adhérer. Et donc, on va très rapidement commencer à recruter la late majority, comme on les appelle, parce qu'ils vont être obligés de s'y mettre. Et on est en train d'aller dans cette tendance-là. Cette courbe est extrêmement frappante et montre les courbes, le cycle d'adoption des différents médias. Donc, en bleu, c'est le temps de la diffusion de la technologie. Donc, au bout de combien de temps la technologie est devenue accessible au plus grand monde? Au bout de combien de temps le contenu est devenu accessible au plus grand monde? En rouge, c'est au bout de combien de temps le nombre d'utilisateurs s'est développé? Et en jaune, au bout de combien de temps la publicité sur les médias se sont développées?
Comme vous pouvez voir, en moins de 20 ans, Internet a dépassé le print et la radio, et au jour d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ils ont dépassé la télé. Et donc, les courbes d'adoption de technologie s'accélèrent de plus en plus, et avec l'arrivée de la 5G très rapidement, on va encore y aller. Donc, si aujourd'hui, vous posez encore des questions de se dire, est-ce que je dois me poser les questions, est-ce que je dois utiliser Internet pour mes process, pour ma communication, pour mon marketing? Je pense que l'objectif du séminaire d'aujourd'hui, c'est que vous ne posez plus la question, que vous ayez une réponse et que vous ayez déjà les premiers éléments de questions à vous poser pour pouvoir avancer dans votre approche. Alors, quelques éléments sur qu'est-ce que Internet a changé dans le marketing et la communication, quelques principes généraux. Je vais systématiquement aller dans une comparaison entre les anciens médias et le web. Alors, les anciens médias, on est dans une communication one-to-many. Et donc là, aujourd'hui, on arrive à une communication one-to-one. Vous avez la possibilité, via des outils type emailing, d'avoir une communication qui est personnalisée, d'avoir des échanges qui sont personnalisés. Vous recevez des emails de votre banque et qui vous disent « Bonjour, votre solde actuel est de 250 dirhams, merci de nous faire confiance » et compagnie. Alors que par le passé, c'était des choses qui étaient plus compliquées à mettre en œuvre. Alors évidemment, on était déjà arrivé à ce genre de communication, sauf que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé. On arrive aussi à une communication qui est relationnelle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un message qui était « On vous envoyait de l'information ». Via les communications, vous avez la possibilité de répondre à cet email que vous avez reçu et pour pouvoir échanger avec la personne. Donc, on est dans une communication qui est en one-to-one et c'est pareil sur les différents réseaux sociaux. Et on est passé également à une logique communautaire. Si vous êtes sur une page Facebook de Samsung, ou d'Apple, que vous avez un problème, je n'arrive pas, mon téléphone est bloqué, comment je fais pour le redémarrer? Il vous arrivera très souvent d'avoir une autre personne qui est elle-même un consommateur et qui peut vous dire appuyez pendant 43 secondes sur le bouton flèche bas, flèche haut parce qu'il a déjà cette expérience-là. Donc à ce moment-là, la logique communautaire s'installe et ce n'est pas forcément Samsung qui vous répond. Et il y a une communauté qui s'est créée autour d'un produit, autour d'une marque, autour d'une solution. Et ces logiques communautaires, c'est quelque chose qui peut être alors soit extrêmement bénéfique quand votre communauté est complètement alignée avec votre marque. Et si j'ai pris l'exemple d'Apple, c'est pas pour rien. Soit ça peut être extrêmement difficile. Il y a pas mal d'entreprises au Maroc qui souffrent de problèmes d'image et qui se retrouvent sur leurs médias sociaux ou sur leurs différentes communications à être systématiquement sur la défensive parce qu'elles se font systématiquement attaquer et le discours qui s'est installé sur leur communauté est plutôt négatif. Vous étiez dans une logique de monomédia. Sur le print, vous aviez de l'écrit, sur la radio, vous aviez du son, sur la télé, vous aviez uniquement de la vidéo. Aujourd'hui, un site web ou une communication web permet de diffuser tout ça, de la photo, de l'image, de vidéo, du son. Et donc là, vous êtes dans une logique multimédia et on en parlera encore plus tard, mais ça vous permet d'utiliser vos contenus de différentes manières sur les différents outils et ne pas avoir des contenus spécialisés. La logique de synchrone et d'asynchrone. Si on prend juste l'exemple de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc là, vous êtes 53 personnes qui sont présentes avec nous pour cet échange, qui sont là pour assister au live et pour pouvoir échanger, pour éventuellement poser des questions. Ceux d'entre vous qui s'étaient inscrits, qui n'ont pas pu assister, pourront venir demain et écouter ce séminaire on demand sur YouTube et au moment où ça va les intéresser. Alors que je vous mets au défi de descendre après le séminaire, d'aller chez le buraliste et de lui dire je voudrais acheter le journal d'hier. Le journal d'hier n'est plus disponible. Vous ne pouvez pas écouter. Donc, si vous voulez écouter une émission de radio d'hier, vous irez l'écouter sur Internet, vous ne pourrez pas l'écouter sur la radio. Donc, cette logique de flux asynchrone et de flux illimité, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Il y a 5 ou 6 ans, je n'ai pas le chiffre récent en tête, mais il est encore plus élevé. Chaque seconde se rajoutait 6 minutes de nouveau contenu sur YouTube. Donc, il était impossible de tout écouter, de tout voir. Et cette logique de on-demand vous permet de choisir ce que vous écoutez. C'est quelque chose de très puissant. Alors, je vais accélérer parce que tout n'est pas forcément…
le temps passe vite et on va aller sur des choses plus importantes. Le fait que la communication soit directe versus indirecte, dans la communication par le passé, vous étiez dépendant d'un média pour pouvoir faire passer votre message. Vous étiez obligé de passer soit par la radio, la télé, la presse pour pouvoir faire passer votre publicité ou par un afficheur. Aujourd'hui, vous créez vos propres médias, vous êtes chez vous, que ce soit sur votre site internet. C'est un petit peu moins le cas sur les réseaux sociaux parce que vous dépendez quand même de la plateforme pour diffuser, c'est de plus en plus le cas, on va en parler. Mais vous êtes sur des médias où vous maîtrisez quand même pas mal votre communication. Vous êtes dans une communication mixte aujourd'hui sur le digital. Les supports sont aujourd'hui multifonctions. Votre téléphone est un outil qui est mobile, qui est un outil personnel, professionnel, dans lequel vous avez les photos de vos enfants et en même temps vos emails professionnels. Votre ordinateur vous sert à réserver vos vacances, mais aussi à échanger avec vos collaborateurs et à organiser des webinaires. Les supports sont devenus de plus en plus multifonctions. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Et puis, les derniers éléments qui sont des éléments encore de plus en plus importants, c'est la question des coûts. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les coûts techniques, c'est-à-dire c'est les coûts de mise en place d'un support. En rouge, c'est les coûts de diffusion. Donc, si vous deviez diffuser un spot à la télé, ça vous coûtait cher de le diffuser. Et puis en vert, c'est les coûts de création de contenu. Aujourd'hui, les coûts de contenu, les coûts de diffusion et les coûts techniques ont fortement baissé. Et en réalité, les coûts de production de contenu également ont baissé. Donc, vous avez la possibilité de multiplier les échanges et d'augmenter le nombre d'échanges possibles. La mesurabilité. Par le passé, vous étiez coincé avec un certain nombre de supports tels que Logitech, qui vous donnaient une information qui était peu précise. Aujourd'hui, on a une information qui est finement mesurable à l'unité près et avec énormément d'informations utiles. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques de ce nouveau média qui est Internet et qui vous permet d'avoir des médias de communication qui sont particulièrement puissants et bénéfiques pour votre entreprise. Alors, la question, c'est comment je vais créer ma présence digitale? Alors, le premier élément, c'est d'abord vous demander quelles sont vos motivations. Ça, c'est une étude de quelques chiffres qui sortent d'une étude française que vous pourrez trouver sur Internet. Il y a beaucoup plus de chiffres à l'intérieur. Hein. Si vous cherchez une étude qui s'appelle Réussir avec le web sur le site de l'AFNIC, vous pourrez la retrouver. 92% des entreprises sondées considèrent que la présence sur Internet est indispensable ou utile à leur activité. C'est-à-dire que sur des marchés plus matures, les gens ne se posent plus la question de savoir s'ils doivent y aller, puisque 92% pensent que c'est nécessaire. Et les trois principales raisons pour lesquelles elles y vont, c'est pour pouvoir présenter leur activité, être trouvé facilement. Aujourd'hui, c'est devenu naturel que quand vous allez chercher quelqu'un, vous allez sur Google et demander où est-ce qu'il est. Et les gens veulent pouvoir être trouvés. Et l'autre point, c'est de pouvoir communiquer facilement avec leurs clients. Donc, si on rejoint votre réponse au sondage d'un peu plus tôt, eh ben, l'accès aux clients est devenu compliqué parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Néanmoins, beaucoup ont continué à communiquer avec eux via Internet et les réseaux sociaux. Alors, j'ai fait un petit questionnaire et je lui demandais si on peut le passer. La question, c'est de savoir quels sont les assets digitaux dont vous disposez. C'est pour avoir un peu un niveau de maturité des participants. Alors, pour relire la question, alors de quels assets digitaux disposez-vous? Est-ce que vous disposez de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube? Oui, LinkedIn, YouTube. Est-ce que vous disposez d'un site web, en online shop ou d'aucun asset digital? Vous pouvez cliquer sur plusieurs cases. Si vous disposez des trois, n'hésitez pas.
alors merci beaucoup. Alors, 89% des participants disposent d'un site web, ça c'est très intéressant, et 61% des réseaux sociaux. Uniquement 14% disposent d'un online shop et 11% de aucun asset digital. Formidable, donc on a des gens qui sont déjà quand même bien digitalisés. C'est intéressant. C'est intéressant ce que vous me dites là parce que nous voyons que les chiffres, donc, si on compare par rapport aux entreprises à l'international, sont pas forcément les mêmes. En France, aujourd'hui, 69% d'entreprises disposent d'un site web, contre 3/4 d'entre elles qui ont déjà qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Et un des éléments qu'on constate, c'est que de plus en plus de personnes démarrent leurs réseaux sociaux directement plutôt que par un site web, parce que c'est plus facile. C'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances techniques particulières pour pouvoir vous lancer pour pouvoir lancer votre page Facebook, votre page Instagram, ou d'être présent sur LinkedIn. Donc c'est la barrière technologique est plus faible. Néanmoins, les enjeux sont relativement complexes. On y arrivera par la suite. Alors, bon, cette slide aura peut-être un peu moins d'intérêt maintenant qu'on voit que 80% d'entre vous en ont déjà un. Mais pourquoi se doter d'un site web? D'abord parce que c'est le reflet instantané d'une image d'une entreprise professionnelle. Il n'y a rien qui soit plus catastrophique que si vous êtes une entreprise hautement professionnelle avec un niveau d'expertise élevé et que vous avez des clients qui arrivent sur un site web qui est de mauvaise qualité. Ça, c'est quelque chose qui vous dessert plus que ça ne vous sert. Il vaut mieux à la limite ne pas en avoir et de renvoyer vers une page Facebook propre et clean, plutôt que de renvoyer vers un site internet qui a 10 ans, qui est abîmé et qui ne renvoie pas une image qualitative de votre entreprise. C'est quand même un des premiers reflets. Le deuxième point, c'est le média d'entreprise. Vous êtes chez vous, vous pouvez parler uniquement de ce que vous voulez, vous pouvez raconter l'histoire que vous voulez. Donc, si vous êtes une entreprise familiale et que c'est la réalité, mais que vous ne voulez pas forcément insister sur cet élément-là, rien ne vous oblige à le préciser. Vous êtes pas en train, donc, tout est une question de comment je veux présenter l'information. Donc, vous êtes sur votre propre média et vous racontez l'histoire que vous voulez. Le deuxième point, c'est que c'est un investissement marketing durable. Je parlais tout à l'heure de site internet en 10 ans. Aujourd'hui, quand vous créez un site web et que vous le faites bien, c'est un investissement qui peut durer 3, 4, 5 ans. Alors, j'ai fait exprès d'utiliser le mot investissement parce que ça peut paraître un peu, le budget de départ peut paraître un petit peu élevé. Et de la même façon, quand vous achetez une voiture et que vous l'amortissez sur 5 ans, bah, dites-vous que votre site internet, si vous le faites bien, et ben c'est pareil, il va vous rester 3, 4 ans, 5 ans. Et donc, le coût d'acquisition de ce site internet-là est peut-être pas comptablement, mais en tout cas budgétairement amortissable sur 4, 5 ans. Ça vous permet d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même et dans le monde entier, d'avoir votre brochure en ligne et puis de l'avoir qu'elle soit évolutive et modifiable. Vous avez de nouveaux produits, il suffit de les rajouter. Vous avez mis à jour votre brochure et puisque vous avez changé de photo de profil parce que vous avez celle que vous avez ne vous plaît plus, vous pouvez la changer à n'importe quel moment. Et cette disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans le monde entier est quelque chose qui est particulièrement important. L'ouverture sur le monde entier. Vous avez la possibilité d'avoir un site qui peut être dans un nombre de langues très élevé. Français, anglais, allemand, arabe, chinois, en fonction des marchés qui vous intéressent. Votre site est aussi une plateforme de service. Il ne faut pas vous limiter uniquement à des logiques de marketing et de communication. N'hésitez pas à hésiter à penser qu'est-ce que mes clients ont besoin sur mon site internet, avec quoi je peux les intéresser. Et puis la dernière partie, c'est aussi un moyen de distribution internationale et c'est là où on rejoint la logique de online shop. Beaucoup d'entreprises marocaines qui ont commencé sur le marché local se sont initiées à l'export via la mise en place d'un site e-commerce et on leur a fait leur porte d'entrée vers de l'exportation. Ça fonctionne super bien. Vous avez des partenaires logistiques qui sont très performants. Donc, je vous invite, on finira par le e-commerce par la suite, mais c'est un sujet qui est très, très intéressant aujourd'hui. Alors, juste rapidement, pour passer sur les réseaux sociaux, donc les plus importants le plus important en termes de taux d'adoption est Facebook avec 17 millions d'utilisateurs connectés. Alors, YouTube est énorme, sauf que ce que l'on voit là, ce sont les personnes qui sont inscrites sur YouTube. Donc, beaucoup de personnes l'utilisent sans se connecter.
Là, on est sur des chiffres qui sont astronomiques puisque YouTube est le premier site visité au Maroc, a priori devant Facebook. Malheureusement, tout le monde ne l'utilise pas en étant connecté, donc la dimension sociale est un peu plus faible. Instagram, on est de l'ordre de 5 millions d'utilisateurs et c'est le média social le plus mixte au Maroc devant les autres. LinkedIn est en croissance, on est à 2,5 millions de personnes qui l'utilisent et celui-là pour le coup est le plus gender sensitive et je trouve ça et c'est quelque chose qui est en train de se corriger et sur lesquels moi je vous invite à ne pas hésiter de votre côté à échanger avec les gens sur le sujet. Alors, si on parle des réseaux sociaux, et c'est un des sujets, le site web, vous en avez déjà nombreux, et certains d'entre vous ont un peu de récalcitrance à aller sur les réseaux sociaux. Comment dire, c'est un outil aujourd'hui qui est indispensable puisque c'est celui qui vous permet de toucher la plus grosse audience. Très clairement, Facebook ou YouTube ont une audience bien supérieure à n'importe quelle chaîne de télévision aujourd'hui. Donc, le premier média au Maroc n'est pas la SNRT ou 2M, enfin, ça c'est mon avis. Eux ne sont pas d'accord, mais n'est pas la SNRT ou 2M, c'est plutôt YouTube ou Facebook. Et donc, l'avantage, c'est que tout le monde y a accès, là où les médias traditionnels tout le monde ne peut pas y aller. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument y aller. Après, la question, c'est de dire lesquels utiliser. Alors, il y a une question générationnelle. Ça va dépendre du produit que vous avez. C'est une question de génération, il y a une question de produit, il y a une question de marché. Facebook est plutôt un média des millennials, donc c'est plutôt ma génération, les 35-45 ans. Instagram, on va descendre plutôt sur les 20-35 ans, et puis les petits jeunes qui arrivent sont plutôt sur Snapchat et TikTok, médias qui sont un peu plus difficiles d'accès pour des personnes plus âgées telles que moi. Mais en fonction de votre client, de votre produit, il faudra choisir les bons médias sociaux sur lesquels aller. Et donc là, il y a des critères qui sont spécifiques les uns les autres. Alors, Facebook, c'est le numéro 1 en volume, c'est le média de masse par excellence, c'est celui qui va vous permettre de toucher le plus grand nombre de personnes. Et c'est un de ceux qui vous fournit le plus de formats différents. Je vais insister sur les formats, je vais en parler parce que un des points sur lesquels vous allez devoir réfléchir, et on en parlera après, c'est la question du contenu. C'est qu'est-ce que je vais raconter et qu'est-ce que je suis en mesure de raconter et comment je vais le raconter. Et en fonction du discours que vous voudrez mener, donc vous allez choisir des formats adaptés. Donc là, vous avez des formats avec de l'image, avec ce qu'on appelle des carousels, c'est-à-dire une série d'images. Vous avez de la vidéo, vous avez des vidéos verticales. Et donc là, les formats sont multiples. Et Facebook est une des plateformes qui vous offre le choix entre le plus de formats. D'ailleurs, quand vous naviguez sur votre téléphone, si vous êtes utilisateur de Facebook, ce que vous êtes très probablement, vous les verrez ces formats, vous allez les utiliser. Et je vous invite à faire attention à chaque fois. Qu'est-ce que les marques qui vous ont ciblé vous ont affiché comme contenu? C'est particulièrement intéressant. Parce que souvent, vous allez voir, il y a des choses qui peuvent être adaptées, d'autres qui ne le sont pas, des choses qui ne vont pas être lisibles. Tout le monde n'arrive pas à déployer des bonnes stratégies de contenu. Et donc, si vous, demain, vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, une des premières questions à vous poser, c'est de quoi j'aurais envie de parler. Et ça, on va y arriver. Vous avez des formats aussi qui ont vocation à générer des leads. Donc ça, c'est très intéressant pour des entreprises qui sont soit en B2B, soit sur des produits à forte valeur économique, l'automobile, l'immobilier, ou des choses où la relation client est durable, parce que vous allez pouvoir constituer des bases de données pour pouvoir les utiliser. Instagram est un réseau qui est plus centré autour de l'image et qui offre soit des stories, soit des posts classiques. Tout ça, vous connaissez certainement si vous en êtes l'utilisateur. Vous pouvez également les utiliser dans des formats publicitaires et c'est des choses qui sont très pertinentes et très efficaces. Et on en parlera un peu plus tard. Alors, Google, ce n'est pas uniquement un moteur de recherche. Alors, même si évidemment, vous avez tous forcément envie de vous retrouver en première position sur Google, donc vous pouvez soit le faire avec ce qu'on appelle
du SEO et un travail qui se fait sur votre site, mais c'est relativement compliqué, unique, particulièrement sur des marchés à forte concurrence. Soit vous pouvez payer pour vous retrouver en première position, et donc là, vous allez payer uniquement quand quelqu'un va cliquer sur votre page. Mais Google, c'est aussi YouTube, c'est aussi des formats publicitaires avec des bannières. Et il y a énormément, là, vous en avez quelques exemples. Donc là, vous avez énormément de formats qui sont à votre disposition. Là, j'insiste un peu sur la dimension publicitaire, on va y arriver, parce que beaucoup de gens pensent que faire de la communication digitale, c'est quelque chose où on peut faire les choses gratuitement. Évidemment, vous pouvez faire des choses gratuites. Vous pouvez évidemment créer votre page Facebook, votre page Instagram. Il passe beaucoup de temps pour pouvoir être visible. Malheureusement, vous aurez très peu de puissance de vos messages si vous ne prévoyez pas d'y investir un petit peu d'argent en publicité. Et on y arrivera. LinkedIn, c'est le média du B2B alors, c'est le média du B2B par excellence. Depuis quelques années, le job board qui était LinkedIn s'est transformé de plus en plus en réseau social professionnel. Les liens, vous les aviez déjà, mais il n'y avait pas la dimension média que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est de plus en plus un média et je vous invite à l'utiliser comme tel. Ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est une plateforme qui est excellente pour tout ce qui est B2B. C'est aussi une plateforme qui est très intéressante pour tout ce qui est marché les CSP élevés. Alors, je vais accélérer parce que le temps passe très vite. Alors, pour construire sa stratégie digitale, on va passer sur le sondage parce que le temps… On a encore combien de temps? Normalement, on a encore 13 minutes, mais 13 minutes inclus les questions-réponses? Oui, mais c'est pas grave. Vous pouvez D'accord, continuer. je vais accélérer. Je vais prendre encore 5-10 minutes et puis on a démarré en retard, c'est vous qui étiez très bavard. Vous pouvez dépasser par 5 ou 10 minutes. D'accord. Alors, le premier point, c'est qu'un adulte aujourd'hui va scroller 90 mètres de contenu par jour. Donc, comme vous le voyez, là, c'est sur cette image, vous faites diffuser du contenu avec votre pouce et tout l'enjeu, c'est de réussir à faire s'arrêter quelqu'un sur un contenu que vous leur avez présenté. Et donc là, je vous invite à vous poser la question, c'est qu'est-ce que je veux lui raconter? C'est quoi que cette personne qui s'est arrêtée, qu'est-ce qui fait que je vais réussir à la faire s'arrêter sur un contenu que je vais présenter? Et qu'est-ce qui fait que ce contenu-là va l'intéresser? Et qu'est-ce qui fait que je l'aurai intéressé sur un sujet qui va m'intéresser, qui va lui faire connaître mon entreprise, qui va lui faire connaître mon… Donc, je vais juste revenir rapidement sur la question de la publicité, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Facebook, Google sont des entreprises commerciales comme les vôtres, et ces entreprises commerciales ont vocation à faire de l'argent. Et donc là, vous voyez ce qu'on appelle l'organic reach, c'est-à-dire que sur 100 fans que vous avez sur votre page, combien d'entre eux vont voir gratuitement un contenu que vous leur avez présenté? En 2012, c'était de l'ordre de 15%. Début 2014, on était de l'ordre de 7%. Et en juin 2016, on était de l'ordre de 2%. Et on tourne toujours aujourd'hui aux alentours de 2%. Ça, oui. Franchement, ils ne peuvent pas baisser plus parce que c'est quasiment plus rien. Donc, vous n'avez plus de visibilité gratuite. Facebook ne vous donne très, très peu de visibilité gratuite. Donc, ils nous ont contraints à acheter de la publicité chez eux parce que c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent. C'est un peu, excusez-moi l'exemple, mais c'est un peu comme un dealer de coke. Au début, il vous a donné une première dose gratuite et maintenant, vous êtes obligé de payer pour continuer à consommer. Et bien, avec Facebook, c'est la même chose. Il vous a donné des premières doses gratuites et maintenant, les gens vont continuer à payer pour ça fonctionne. L'avantage, c'est que ça reste économiquement très rentable d'y aller. Alors, on parlait de contenu à l'instant. La question à se poser, c'est il faut planifier votre travail. Planifier vos échanges, planifier vos publications, avoir des plannings de publication, d'avoir des plannings éditoriaux et vous dire quels sont les contenus que je vais faire. Parce que quelle que soit votre activité, si vous êtes un restaurateur, il faut penser, quand je vais sortir un plat que je vais avoir créé, il faut que je le prenne en photo. Vous êtes un fabricant de zélige, vous finissez une fontaine, une table, un mur, je vais prendre une photo. Je suis dans l'industrie lourde et je vais avoir des hauts fourneaux, et ben vous allez faire une vidéo du moment où vous allez vider vos fourneaux et où vous allez nettoyer. Tout ça, ça montre que quelle que soit l'histoire que vous voulez raconter, il faut anticiper
ma stratégie digitale pour pouvoir créer le contenu au moment où je vais l'avoir sous la main, et parce que c'est quelque chose qui permet d'en augmenter l'efficacité. Alors, les formats, la vidéo est partout aujourd'hui. La vidéo est partout, donc ne pas hésiter à le faire, et c'est quelque chose qui est extrêmement rentable en termes d'engagement. Mais malheureusement, c'est un petit peu plus, ça coûte de plus en plus cher. Par contre, aujourd'hui, nous avons tous des smartphones qui nous permettent de faire du contenu vidéo nous-mêmes. Donc, ne pas hésiter à créer vos propres contenus, parce que c'est quelque chose qui est assez efficace. Alors, la question, c'est comment vous démarquer? Comment vous démarquer dans un univers où sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui sont présentes, toutes les marques sont là, toutes les marques les plus importantes sont présentes. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le digital. C'est vous avez des entreprises avec des objectifs qui sont extrêmement différents, qui peuvent adopter la même stratégie. Quelle est la différence entre Ferrari et Red Bull? Le point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux en Formule 1. Le fait c'est qu'une est une marque d'automobile de luxe et vocation performante, l'autre est une boisson énergisante. Ferrari est en Formule 1 pour montrer sa capacité technologique et sa capacité à être innovant dans la mécanique. Red Bull est en Formule 1 pour pouvoir gagner la visibilité de la Formule 1, et également, et ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément à l'esprit, pour pouvoir se créer énormément de contenu pour pouvoir les diffuser sur leurs différents médias. Red Bull a envoyé un mec dans l'espace sauter dans le vide uniquement avec comme seul objectif marketing que nous soyons des dizaines de millions de personnes connectées à Internet en train de voir un gars habillé avec une tenue Red Bull sauter dans le vide, et donc pendant des heures et des heures, il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont restées connectées à regarder Red Bull toute la journée. Ça a fini par s'ancrer dans notre cerveau. Alors, chacun d'entre nous va avoir une stratégie qui va être différente. Certains vont avoir des objectifs de visibilité et d'autorité. C'est l'exemple de Red Bull qu'on évoquait à l'instant. D'autres vont avoir des objectifs d'engagement. Un objectif d'engagement, c'est, par exemple, parmi nos clients, nous avons une marque comme La Roche-Posay, et c'est une marque qui crée énormément d'échanges. C'est un produit qui est dermocosmétique, et vous avez des gens pour la peau sèche, pour la peau, et qui posent des questions, et qui échangent, et on a des objectifs d'échange et d'interaction. Donc, ça peut être aussi un de vos objectifs. Les objectifs de performance. Quand je parle de performance commerciale. Si vous êtes un promoteur immobilier, ce que vous allez vouloir, c'est vendre, et immédiatement. Et donc, les réseaux sociaux et Internet et votre site Internet est un outil de vente plus qu'un outil marketing. Et donc là, vous allez avoir, on n'est plus dans une stratégie commerciale que dans une stratégie marketing. Là, on est sur le lead, c'est de la même façon, c'est la même chose. Là, on est directement sur la génération de lead, la constitution de base de données pour pouvoir contacter les personnes. D'autres ont des objectifs un peu plus techniques, tels que faire installer des applications, faire utiliser mon produit directement. Alors, les types de canaux de communication, d'outils, de types de contenu sont différents. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo. Vous avez de la story, c'est un contenu qui est éphémère, mais qui est beaucoup plus simple à réaliser. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Si vous avez la possibilité de partager du contenu, du snacking de contenu, c'est-à-dire du contenu que vous consommez rapidement, ne pas hésiter à l'utiliser sur le format story. Au bout de 24 heures, le contenu disparaît. Donc, vous n'êtes pas obligé de produire du contenu compliqué et cher pour le faire. Le live est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ne pas hésiter à partager, parce que les plateformes posent ces contenus. Donc, si vous avez des choses assez simples à faire en live, que ce soit des questions-réponses, que ce soit une démonstration de produit, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. Les influenceurs également, alors je vous donnerai un exemple parmi d'autres, mais les influenceurs, si vous êtes sur un produit qui est de consommation grand public, ne pas hésiter à choisir un influenceur qui est adapté à votre marché, qui correspond à votre cible, et puis ne pas hésiter à l'inviter, à échanger. Alors, certains se font rémunérer pour leur prestation, et c'est logique parce que c'est devenu leur métier. C'est plus ou moins cher, c'est plus ou moins abordable, et à vous de trouver le bon deal avec la personne en fonction du produit que vous avez à commercialiser. Alors, je ne prends pas d'exemple parce que vous êtes, quand j'ai vu la liste des participants, il y a on est sur différents secteurs. Mais on a utilisé des influenceurs dans l'hôtellerie, dans la banque, dans l'automobile, dans la pharmacie, dans différents secteurs. Il y a plein de choses qui peuvent être sur lesquelles ces influenceurs peuvent avoir de l'impact. Alors, je vais passer rapidement sur la logique du e-commerce pour pouvoir clôturer et passer aux questions.
Aujourd'hui, le CMI a réalisé pratiquement 10 millions d'opérations en ligne pendant l'année 2019 pour à peu près 5 milliards de dirhams. Ça veut dire que les gens aujourd'hui hésitent de moins en moins à mettre leur carte bancaire en ligne. C'est le seul chiffre qu'on a aujourd'hui pour pouvoir mesurer la réalité du marché du e-commerce. Et encore, nous savons largement que à peu près 80% des transactions en ligne se font avec du paiement à la livraison et en espèces. Donc, ça vous montre à quel point ce marché est en croissance. Alors, les 5 milliards, c'est pas du e-commerce, hein. C'est aussi du paiement d'impôts, c'est aussi du paiement de factures, mais ça vous montre le fait que les transactions se font. Alors, ça, c'est une étude qui a été menée sur le e-commerce au Maroc. On a posé la question aux gens, et là, on peut comparer 2018 par rapport à la période de confinement. On a eu une croissance de 50% de l'adoption du commerce en ligne. 21% des gens qui ont été sondés, c'est un sondage BCG, et pour la NRT, 21% des gens qui ont été sondés ont affirmé avoir déjà fait des acquisitions en ligne. Et si on prend la question sur les 80% qui ne l'ont pas fait, la moitié, en gros, l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas voulu. Mais vous avez encore aujourd'hui une bonne moitié qui n'a pas réussi à le faire. Donc, ça montre que les plateformes doivent être encore un peu simplifiées pour que les gens puissent y arriver. Mais je ne doute pas que ces 36% vont rapidement apprendre et ce chiffre de 21% croître rapidement. Plus les expériences que les gens vont avoir vont être qualitatives et plus ils vont continuer à acheter en ligne. Moi, pour vous donner une idée, j'ai expérimenté les courses en ligne pendant le confinement. Je n'ai pas été au supermarché depuis le mois de mai. Alors, les cartes marocaines, on en a parlé. Les paiements par carte, c'est quelque chose qui se répartissent grosso modo dans tout ce qui est grande distribution, habillement. Toutes ces choses-là peuvent être aujourd'hui, c'est toute une partie du commerce, la partie électroménager, toute une partie du commerce qui peut aujourd'hui basculer en ligne. Donc, quels que soient vos marchés, la santé, c'est pareil, quels que soient vos secteurs d'activité, dites-vous qu'il y a toute une partie de ce marché-là qui peut basculer vers le digital et vers le e-commerce. Alors, le pourquoi, je ne vais pas le détailler. Maintenant, je vais rester rapidement sur les enjeux. Et ça, c'est le point sur lequel j'aimerais vous sensibiliser très, très fort. S'il y a une chose que vous devez retenir par rapport au e-commerce, c'est ce qu'on va échanger maintenant, c'est que le e-commerce, c'est comme n'importe quel magasin. Un magasin en ligne, c'est la même chose que si vous aviez un magasin dans un Alif, si vous aviez un magasin dans un mall, ou si vous aviez un magasin dans un showroom, un showroom quel qu'il soit. Ça implique les différents enjeux de gestion de votre boutique soient gérés comme si ça avait été un vrai magasin. Donc, je dois avoir une gestion de stock. Il faut que j'ai le stock nécessaire et que j'ai la possibilité de connaître les évolutions de mon stock et que je puisse m'assurer que je vais pouvoir répondre aux besoins du client. Il n'y a rien de pire comme expérience client que je commande un produit, que je le paye et qu'à la fin, on me dit si le produit n'est pas disponible. Alors à ce moment-là, pourquoi vous l'avez mis dans votre magasin? Que je maîtrise l'environnement technique. Donc, de la même façon que vous vous assurez que vos rayonnages tiennent bien en place et qu'ils ne tombent pas et que ce soit solide, et bien de la même façon, dans votre plateforme technique, il faut qu'elle soit solide et qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle fonctionne bien. Vous avez de nombreuses personnes qui vous proposent des sites e-commerce à des prix très bas. Une fois que votre site est en ligne, il n'est pas ultra fiable et vous n'avez plus personne en face de vous pour vous répondre si vous avez un problème. C'est la même phase. Dites-vous que c'est un investissement et que si vous voulez aller en ligne, vous voulez aller sur le e-commerce, dites-vous qu'il y a un investissement de départ pour avoir une plateforme qui tient la route. Quand vous prenez un magasin dans un mall, c'est le mall qui fait le nécessaire pour faire venir la clientèle dans votre magasin. Sur le e-commerce, ça ne fonctionne pas forcément de la même façon. Quand vous avez une boutique, je ne sais pas, je vais prendre un hasard, une parapharmacie en ligne, votre parapharmacie, il y en a des dizaines et des dizaines sur Internet. Vous êtes en concurrence avec des sites aussi importants que Jumia, et donc il va falloir mettre en place votre marketing pour vous assurer d'être visible. Donc, ça ne sert à rien de développer un site e-commerce, de le poser et de s'attendre à ce que les clients viennent. Non, les clients ne viendront pas tout seuls. Il faut que vous sachiez, qu'ils sachent que vous êtes là et donc ne pas hésiter à penser votre marketing, que ce soit avec tous les outils dont on a parlé un peu plus tôt. Le quatrième point, c'est la question de la logistique.
le principal enjeu du e-commerce, c'est la logistique. En réalité, une fois que votre site est en ligne, une fois qu'il marche et qu'une fois que vous avez ramené les clients, bah, c'est là que le plus dur commence, c'est vous assurer que vous allez livrer votre produit dans le temps, dans le délai promis, dans la qualité promise et avec une expérience client qui serait la plus pertinente possible, et tout ça avec le moindre coût. Parce que vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas répercuter sur le client un coût logistique élevé. Vous pouvez éventuellement répercuter une partie, voire dans certains cas ne pas le répercuter du tout. Mais de toute façon, donc tout ça est de trouver la bonne formule logistique. Alors, je parlais tout à l'heure de tout ce qui était e-commerce à l'export, que ce soit au Maroc ou à l'export, vous avez des partenaires qui se sont installés sur ce marché-là et qui sont partenaires logistiques qui sont pertinents. Je peux en citer plusieurs. Il y a Amana, il y a Chronopost, il y a FedEx, il y a DHL. Tous ont mis en place des créneaux pour pouvoir accompagner les e-marchands. Si vous décidez d'aller en ligne, ben, n'hésitez pas à hésiter à les contacter, à les mettre en compétition pour pouvoir trouver le partenaire qui soit le plus pertinent pour vous et celui qui va permettre la meilleure expérience client à vos consommateurs. Et puis le dernier point, c'est le SAV, et celui-là dépend de vous et pas uniquement d'un prestataire externe. Des problèmes, ça arrive. Vous pouvez avoir une rupture de stock, vous pouvez avoir un site qui tombe en panne, vous pouvez avoir une commande qui arrive cassée, vous pouvez avoir un community manager qui se réveille pas de mauvaise humeur, qui répond mal aux clients. Peu importe, quelle que soit l'expérience que vous allez, la mauvaise expérience que vous pourriez avoir, il faut que derrière il y ait un service après-vente qui soit irréprochable. Parce qu'un service après-vente de qualité peut rattraper le coup. Et donc, quel que soit la stratégie e-commerce que vous allez adopter, il faudra en même temps que vous pensez votre stratégie de vente, que vous pensez également votre stratégie de service après. Voilà, j'arrive au bout. Je pense que j'ai été un petit peu plus long que prévu. Si vous avez des questions, ben, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y en a parce que je ne vois pas sur le chat. Je n'en vois pas. Il n'y a pas de souci, je vais les lire parce qu'on a reçu pas mal de questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. C'est une thématique très vaste. Et alors, je pense que nous avons un très bon aperçu. Nous avons 2 personnes qui aimeraient prendre la parole. À toutes les participants, je vous invite, si vous souhaitez prendre la parole, il y a un petit icon avec une petite main. Si vous cliquez dessus, nous savons qui vous aimeriez parler et nous allons activer votre microphone. Alors, j'invite d'abord. Alors, Madame Abid, si vous voulez parler, vous pouvez activer votre microphone et poser vos questions à Monsieur Septi. Sinon, nous allons continuer avec un autre participant, Monsieur Mohamed Baray. J'espère que je prononce bien votre nom. Vous pouvez activer votre microphone et parler si vous voulez. Oui, je vous remercie à HK. Je remercie Monsieur Septi pour sa présentation très intéressante. J'aimerais bien savoir, Monsieur Septi, moi je suis une start-up depuis 2 ans au Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. J'ai commencé ma présence sur le web par un site web, ce qui est classique. Et je pensais toujours avoir quelqu'un comme vous, une agence dans votre métier, pour commencer à amalgamer et à compiler une stratégie pour être présent sur les canaux de réseaux sociaux. Je n'en ai aucune idée auparavant, maintenant j'en sais un peu plus, mais j'aimerais bien savoir de votre part comment y aller pour commencer à faire ce genre de business. Et merci. Alors, vous faites quoi exactement dans les énergies renouvelables?
J'ai un partenariat avec une société allemande qui a une solution innovante de cogénération d'énergie. Ça veut dire le système que nous avons, il peut générer de l'électricité et de l'eau chaude et aussi un système de climatisation. Et pour l'instant, je suis en train d'essayer d'acquérir les clients. Je n'ai pas encore de référence sur le marché marocain. D'accord. Donc, dans des produits comme les vôtres, le premier enjeu, c'est d'expliquer ce que fait votre produit. C'est-à-dire on est sur un marché sur lequel vous avez des clients qui ne sont pas familiers avec votre technologie et qui ne savent pas qui ne savent pas en quoi elle consiste. Et donc, le premier point, alors évidemment, si vous reçoit un rendez-vous, vous aurez la possibilité de lui expliquer la solution et d'en faire éventuellement démonstration. Mais le premier point, c'est de piquer sa curiosité pour qu'il prenne contact avec vous. Les stratégies, il y en a diverses. Il y a des stratégies qu'on appelle outbound marketing, inbound marketing. Dans un produit comme le vôtre qui est en B2B, un des enjeux, c'est d'essayer de piquer la curiosité des gens qui se posent des questions par rapport à l'énergie. Et donc, ne pas hésiter à expliquer votre produit, en parler, et de vous positionner dans une logique d'expertise pour que les gens prennent contact avec vous. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'inbound marketing. C'est quelque part ce que je fais maintenant. Quand je viens présenter le marketing digital devant des gens comme vous, l'objectif derrière, c'est qu'un des objectifs pour mon propre marketing à moi, c'est que je me positionne comme un expert du marketing digital et que des personnes, quand ils vont avoir entendu parler de moi, et quand ils vont avoir des questions, éventuellement prendre leur téléphone et prendre contact avec moi ou LinkedIn pour me contacter sur la question. Donc, la question qui vous concerne, vous directement, c'est de réfléchir à qui vous voulez parler et qu'est-ce que vous voulez leur raconter pour qu'ils vous identifient que quand demain ils vont avoir des questions par rapport aux questions de l'énergie, qu'ils pensent à vous et à vous appeler pour pouvoir vous consulter. Donc, est-ce que j'ai envie de lui dire qu'il va faire des économies? Est-ce que j'ai envie de lui dire qu'il va être moins polluant? Est-ce que j'ai envie de lui dire qu'il va être plus indépendant? Est-ce que j'ai envie de lui dire que même s'il est au fin fond d'une zone où il n'a pas accès au réseau, qu'il va pouvoir avoir accès à l'eau chaude et à la climatisation? Tout ça, c'est les discours. Quel est votre discours marketing et le construire et par rapport à la question de dire avec comment je peux le travailler, ça se fait de la part d'un échange avec un consultant, avec quelqu'un qui va vous aider à réfléchir à une stratégie de communication. Il y a plein de gens pertinents sur le marché pour répondre à cette problématique-là. C'est un travail de conseil, de réflexion mutuelle. De la même façon que vous pouvez faire appel à un bureau d'études demain pour constituer un dossier pour un de vos clients, c'est des choses que vous pouvez réfléchir. Mais vous avez certainement un produit qui peut intéresser beaucoup de monde à la simple condition qu'ils sachent qu'il existe et comment il fonctionne. Merci beaucoup, M. Septi. Merci, M. Septi. Nous avons encore quelques questions des participants dans le chat. Alors, il y a un participant qui aimerait savoir comment peut-on expliquer la prédominance de l'utilisation de Facebook pour les réseaux sociaux et pourquoi les Marocains ne s'orientent pas vers Twitter. Alors, c'est une bonne question. D'abord, Twitter est plus difficile. Alors, Facebook est plus ancien. Facebook est également plus ludique. C'est-à-dire que vous allez y trouver quand même beaucoup d'informations. Twitter est un média qui est alors moi, personnellement, c'est mon réseau social préféré et j'y passe beaucoup plus de temps que sur Facebook. Néanmoins, c'est quand même un média d'influence, là où Facebook est plus un média de divertissement et d'échange. Donc, ils n'ont pas été construits de la même façon. Les comparer n'est pas forcément pertinent. Twitter, si vous ne savez pas lire et écrire, vous n'y avez pas accès. Donc déjà, vous éliminez la moitié des Marocains. C'est malheureux, mais c'est le cas. C'est pas accessible. Alors que sur Facebook, vous avez de la vidéo, de la photo, et donc la dimension de divertissement est plus élevée, entertainment. Et puis l'autre partie que vous avez sur Facebook, c'est cette dimension sociale, parce que vous y êtes avec les gens, ils sont principalement avec leur identité réelle. Là où sur Twitter, beaucoup de gens, énormément de personnes, ils sont avec des pseudos
Et donc, la dimension sociale est plus compliquée sur Twitter. Moi, personnellement, je préfère Twitter. Je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que les échanges sont de meilleure qualité et on y trouve beaucoup plus d'informations utiles. Maintenant, j'y vais pas pour la même chose. Super, merci beaucoup. Alors, nous avons encore d'autres questions. Alors, comment le marketing digital peut sauver l'industrie touristique de cette crise? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question et j'ai presque envie un peu de renvoyer la question aux spécialistes du tourisme, aux spécialistes du tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, il y a deux types de tourisme. Il y a un tourisme international et malheureusement, Internet peut rien y faire parce que tant que les frontières sont fermées, les gens ne peuvent pas venir. Alors là, elles sont entrouvertes et donc vous avez déjà des avions qui commencent à atterrir et ils viennent plein et ça commence à bouger un petit peu. L'autre élément, c'est le tourisme local. Et aujourd'hui, le tourisme local, si vous parcourez un peu Internet, cet été, les professionnels du tourisme n'ont pas fait la bascule. Moi, c'est là où je dis, je dois renvoyer la question, leur envoyer la balle aux professionnels du tourisme, c'est que le produit touristique marocain a été fabriqué à l'origine et pour beaucoup de destinations pour pouvoir servir le client étranger. Le client marocain aujourd'hui ne trouve pas encore sa place dans ce tourisme-là. Alors, il y a évidemment certains produits qui sont faits pour le touriste, qui sont adaptés pour le tourisme local. Malheureusement, aujourd'hui, il est relativement peu adapté. Donc, le premier point à faire pour pouvoir répondre à ce point-là, c'est d'avoir un produit qui s'adapte pour le tourisme local avec ses caractéristiques qui sont bien différentes du tourisme international. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de communiquer aussi à destination de ce public. Les hôtels, les riads, les établissements touristiques de type musée et les attractions, les activités ne communiquent pas en arabe, ne communiquent pas vers le public marocain, ne cible pas en communication ce public-là. Et donc, la première réponse que je vous ferai à cette question-là, c'est adresser votre communication à destination du public marocain. Donc ça, c'est le premier point qui peut vous permettre d'en arriver, de vous aider à sauver le tourisme. Donc, juste avant, nous avions un start-upper. Dans le langage de start-up, il y a la question il y a un terme qui dit pivoter. C'est-à-dire que ça veut dire pivoter, c'est quand on change de modèle, c'est quand on est parti sur une stratégie, qu'on se rend compte que c'est pas la bonne et qu'on la change. Ben, peut-être que les professionnels du tourisme, en tout cas certains d'entre eux, pourraient se dire est-ce que c'est pas le moment pour nous de pivoter pour aller chercher un autre public, une autre audience, parce que et de voir comment est-ce je peux pivoter mon modèle pour pouvoir parler aussi à ce public. Quand en normal, ben, je voulais pas. On va pas se mentir, il y a certains hôtels qui voulaient pas du public marocain et parce que il est peut-être moins rémunérateur pour eux ou alors c'est à la dernière minute là où eux ont besoin de sécurité et d'avoir des tours opérateurs qui leur achètent des lots entiers. Donc ben il y a une réflexion à mener. Ça, on peut le digital peut les aider à disposer d'outils pour pouvoir les aider à toucher leur public. Des sites internet qui leur permettent de vendre au Maroc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais le premier élément, c'est déjà d'avoir une offre adaptée pour le public et de la constituer. Et là, le canal internet les aidera véritablement à pouvoir la diffuser parce que les gens sont demandeurs. Les gens sont demandeurs de produits de qualité, de produits qui sont adaptés pour eux. Ils ont envie de dépenser ils ont envie de prendre des vacances, de se reposer, de profiter. Malheureusement, ils ont du mal à comprendre pourquoi ils vont payer aussi cher un séjour au Maroc qu'un séjour à l'étranger avec des qualités de service et une perception qui fait que ça leur montre qui est moins bonne et surtout avec voilà, une structure de coût qui connaissent être différente. Ok, merci. Je pense que nous pouvons poser une dernière question.
Après, pour toutes les autres questions, je vous invite à contacter Monsieur Septi. Alors, la dernière question, c'est comment accélérer la digitalisation au Maroc tout en renforçant sa culture et son identité amazigh ou bien marocaine? Ah, ça, c'est une super question et j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. Il y a deux questions. Il y a d'abord comment renforcer sa culture et puis il y a la question de la majorité. Je vais, si vous permettez, ne pas lier les deux points, même s'ils sont fortement liés, mais parce qu'il y a je vais commencer par la majorité. La langue amazigh est une langue qui est essentiellement parlée et commence aujourd'hui à être écrite, mais qui a un public qui est capable de la lire qui est encore très faible. Donc, le seul moyen que l'on a aujourd'hui de pouvoir communiquer, utiliser Internet en amazigh, c'est via l'oral, via la vidéo. Alors, beaucoup d'institutions aujourd'hui rajoutent la langue, les caractères tifinaires dans leur communication. Et quelque part, là, on est surtout dans des logiques d'image, mais pas véritablement dans des logiques d'approche réelle. Donc, il y a un public amazighophone au Maroc qui est important, qui est très important, que ce soit en termes d'importance sociétale, mais que ce soit uniquement dans une logique de marché qui est importante en termes de marché. Donc, faut pas hésiter. Je pense que les marques ne doivent pas hésiter aujourd'hui, et certaines se sont déjà comment dire, risquées à le faire, à communiquer, faire des vidéos, de faire des audios en langue amazigh. Alors, moi, je ne le parle pas, mais dans mes équipes, on veille à ce que la diversité soit représentée. Et ben, c'est des choses qu'on peut proposer aux clients. Et de la même façon qu'il y a 15 ou 20 ans, les gens avaient du mal à imaginer que ça serait logique de faire des campagnes en arabe. Moi, j'ai certains de mes clients qui, au début de notre communication, refusaient de faire des campagnes en arabe. Aujourd'hui, ils sont à 95% en langue arabe. Et ben, pour la amazigh, c'est la même chose. Au fur et à mesure que les gens vont se rendre compte que ça fonctionne et que c'est utile, et ben, ils vont l'utiliser. Donc là, on est uniquement peut-être sur la partie marketing et commerciale, mais surtout aussi sur une des caractéristiques de cette langue qui est la dimension orale et qui fonctionne un peu avec Internet. Néanmoins, il reste encore la question de l'écrit qui pose encore problème aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que moi, je n'ai pas encore craqué le problème parce que je cherche une solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Le deuxième point, c'est l'identité nationale, l'identité marocaine. Alors, moi, là, on sort vraiment de la question du marketing et de la communication. On rentre sur des sujets plus sociétaux et la question de l'identité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il y a une identité marocaine. Je suis quelqu'un qui pense qu'il y a des identités marocaines. Un Sahraoui n'est pas le même qu'un Jbili, n'est pas le même qu'un Kazaoui, n'est pas le même qu'un Fassi, n'est pas le même qu'un Tanjaoui ou qu'un Oujdi. Chacun est différent. Et même au sein des Casablancais, vous avez ceux qui sont là depuis toujours, et ceux qui sont là depuis 15 ans, et ceux qui sont là depuis 5 ans. Et donc, les identités sont multiples. Et vous avez des gens qui sont plus ou moins croyants, des gens qui sont plus ou moins francophones, arabophones, germanophones, anglophones. Et donc, les identités sont multiples. Et je pense que ce qu'il faut rester, c'est sur l'authenticité et l'acceptation et de garder dans une logique d'ouverture à la différence, sans pour autant forcément tout importer de l'étranger et de mettre en valeur justement nos différences, où l'on travaille nous avec des marques d'agroalimentaire. Et ce qu'on cherche à montrer, c'est que justement cette diversité et qu'on ne montre pas toujours tagine, couscous aux 7 légumes, mais qu'on fait des roadshows à travers le Maroc pour montrer les différentes identités culturelles de notre pays, d'aller aller dans la montagne, aller vers le sud, aller partout pour montrer que notre identité est multiple. Et plus on va pouvoir promouvoir la diversité de nos identités marocaines, et plus on pourra créer une identité marocaine. Tous se reconnaissent dans une identité commune. Et donc ça c'est mon approche, c'est ma façon d'être, et c'est peut-être pas la même que tout le monde. Mais je pense qu'il faut justement, plutôt que promouvoir une identité, il faut promouvoir des identités différentes.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et aussi cette discussion très intéressante. Merci beaucoup à tous les participants d'être venus aujourd'hui. Je vous invite de nous joindre aussi la semaine prochaine pour notre dernier épisode de cette série de webinaires qui va parler sur le business development. Alors, merci encore, Monsieur Septi. Merci à Je vous tous. souhaite tous une très bonne journée et à la semaine prochaine, j'espère. Merci bien. Au revoir à tous. Excellente journée. Au revoir. Je raccroche ou vous coupez l'enregistrement?